Il y a 11 000 ans, sur une colline aride du sud de la Turquie, surgit de terre une structure inexplicable, d'imposants piliers de calcaire, certains pesant jusqu'à 10 tonnes, sculptés avec une précision extraordinaire et disposés en vastes cercles cérémoniels. Aucun outil en métal, aucune trace d'écriture, aucune civilisation agricole derrière eux. Rien de ce que notre compréhension de l'histoire indiquait comme étant à cet endroit. C'était Göbekli. Et lorsque les archéologues l'ont mis au jour, ils n'ont pas seulement mis à jour leurs manuels scolaires, ils les ont complètement remis en question. Pendant des décennies, la question de savoir qui avait réellement construit ce lieu a suscité de vifs débats, des théories extravagantes et de véritables controverses scientifiques. Puis, l'ADN ancien est entré en scène. Et ce qu'il a révélé sur les peuples, à l'origine de ces pierres, leurs origines, leur biologie, leur place dans l'histoire de l'humanité, s'est avéré plus extraordinaire que tout ce que les mythes avaient pu imaginer. Pour comprendre l'importance de Göbekli Tepe, il faut d'abord s'y plonger, au moins par l'imagination. Imaginez une colline du sud-est de la Turquie, non loin de la frontière syrienne, des plaines arides et vallonnées s'étendant à perte de vue. Imaginez maintenant d'énormes piliers de calcaire en forme de T s'élevant de terre, certains atteignant près de 6 mètres de haut, pesant chacun plusieurs tonnes, disposés en vastes enceintes circulaires. Au centre de chaque anneau se dressent deux piliers, encore plus imposants, tels des gardiens silencieux. Il ne s'agit pas de simples griffures maladroites dans la pierre. Ce sont des œuvres d'art délibérées et travaillées. Renards, vautours, scorpions, sangliers, serpents et gazelles sont sculptés à leur surface avec une habileté et une patience qui impressionnent encore aujourd'hui les sculpteurs professionnels. Nombre de ces piliers semblent dotés de bras et de mains. Certains portent ce qui ressemble à des pagnes sculptées. L'équipe de fouilles pense qu'ils étaient destinés à représenter des figures humaines, d'immenses hommes sans visage, figés dans la pierre, présidant à quelque chose que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Considérons maintenant la chronologie, car c'est là que les choses deviennent véritablement difficiles à appréhender. Stonehenge a été construit il y a environ 5000 ans. Les grandes pyramides de Gizeh datent d'environ 4500 ans. Toutes deux sont à juste titre considérées comme parmi les réalisations les plus étonnantes de l'histoire de l'humanité. Djebel les précède de plusieurs milliers d'années. Ces couches, les plus anciennes, remontent à environ 11 000 ans. Cela signifie qu'au moment où les Égyptiens posaient les premières pierres des pyramides, Göbekli était déjà une cité antique. Songez à tout ce que l'humanité a accompli en 4500 ans. La Grèce antique, l'Empire romain, la Renaissance, la Révolution industrielle, la bombe nucléaire, Internet. Triplez maintenant cette période et imaginez-vous à son origine. C'est à cette époque que remontent ces piliers. Et c'est là que réside la découverte révolutionnaire de l'archéologie. À l'époque où ces pierres étaient érigées, aucun des éléments que nous associons à la construction monumentale n'existait encore. Ni culture domestiquée, ni poterie, ni outils en métal, ni véhicules à roues, ni écriture, ni empire, ni État. En somme, aucun des marqueurs conventionnels de ce que nous appelons civilisation n'existait. Les responsables de Göbekli n'étaient pas censés être capables de construire ce site. Lorsque l'archéologue allemand Klaus Schmidt a entrepris des fouilles approfondies dans les années 1990, il a compris presque immédiatement qu'il était face à une découverte qui bouleversait les idées reçues. Sous quelques centimètres de terre accumulée se trouvaient les sommets
des imposants piliers. À mesure que son équipe creusait, des anneaux entiers de pierres sculptées apparaissaient. Puis un autre, puis un autre. Une étude géomagnétique menée en 2003 a finalement révélé l'existence d'au moins 20 enceintes, enterrées distinctes, disséminées sur la colline. Schmidt a consacré le reste de sa vie professionnelle à ce site unique du sud-est de la Turquie qu'il a totalement absorbé. Sa conclusion la plus provocatrice fut aussi la plus marquante. Le temple, affirmait-il, est antérieur à l'agriculture. La religion organisée, les rituels communautaires, la construction monumentale, contrairement à ce que l'on pensait généralement, ces éléments ne sont pas nés des surplus agricoles. Ils sont apparus en premier. L'impulsion de construire un lieu sacré a peut-être été le moteur initial qui a poussé les populations vers l'agriculture. Cette idée a provoqué un véritable séisme dans le monde de l'archéologie. Et l'histoire ne faisait que commencer. Face à une découverte aussi ancienne et impressionnante, l'imagination a tendance à prendre le dessus sur la science. Et il s'avère que l'imagination est d'une créativité remarquable lorsqu'elle est confrontée à un phénomène difficilement explicable. Les théories ont fleuri presque aussitôt que Göbekli a été révélé au grand public. Pour certains, l'ampleur même du site prouvait que de simples humains préhistoriques ne pouvaient en être responsables. Quelque chose d'autre, de plus grand, devait être en jeu. Et à partir de cette simple hypothèse, tout un écosystème d'explications alternatives a vu le jour. Certains pointaient du doigt les Anunnaki, les dieux de la mythologie sumérienne, réinterprétés par certains auteurs populaires, comme des visiteurs extraterrestres ayant apporté aux premières civilisations humaines des connaissances et des technologies bien supérieures à ce que les hommes de l'âge de pierre auraient pu développer seuls. D'autres reliaient le site aux veilleurs décrits dans le livre d'Hénoch, un ordre déchu d'êtres célestes qui, selon le texte, aurait enseigné à l'humanité des arts interdits. Un auteur est allé jusqu'à établir un lien direct entre Göbekli et le Jardin d'Éden. Une interprétation pour le moins audacieuse, étant donné que la Genèse ne mentionne absolument pas l'exploitation d'une carrière de calcaire à grande échelle par Adam et Ève. Il y a ensuite la théorie de la civilisation disparue, sans doute la plus tenace et la plus séduisante de toutes. Des auteurs comme Graham Hancock ont avancé l'hypothèse qu'une civilisation préolithique avancée, sophistiquée, technologiquement puissante et aujourd'hui totalement disparue serait à l'origine de sites tels que Göbekli. Selon cette théorie, l'impact catastrophique d'une comète il y a environ 13 000 ans aurait déclenché un événement climatique qui aurait rayé cette civilisation de la surface de la Terre, ne laissant que ses monuments comme témoins fantomatiques de son existence. C'est un récit fascinant. Cependant, à y regarder de plus près, il s'agit d'un récit qui cherche à établir des faits, et non l'inverse. Deux chercheurs affirment même que l'un des piliers de la pointe de Göbekli fait office de carte astronomique, indiquant la date précise de cette catastrophe cosmique. Cette interprétation suppose que les bâtisseurs aient cartographié les mêmes constellations que celles que les Grecs anciens allaient identifier 9000 ans plus tard, ce qui, pour le moins, relève de l'utopie. De même, les théories concernant l'alignement astronomique du site et son lien possible avec le lever de Sirius sont certes intéressantes en tant qu'hypothèse, mais restent résolument du domaine de la spéculation éclairée plutôt que de l'archéologie établie. Ce que toutes ces théories partagent, au-delà de leurs différences apparentes,
C'est une même hypothèse tacite. Les habitants du Proche-Orient ancien, les êtres humains qui vivaient, travaillaient et mouraient dans cette région il y a 11 000 ans, n'en auraient tout simplement pas été capables, suffisamment intelligents, organisés ou sophistiqués. Cette hypothèse trouve ses racines dans la conception du XIXe siècle de l'évolution culturelle, selon laquelle la préhistoire rimait avec primitivité, et que les peuples sans écriture ni métaux étaient plus proches des animaux que de nous. C'est une vision profondément condescendante et erronée. Toutes les théories marginales concernant Göbekli, aussi élaborées soient-elles, reposent en fin de compte sur les mêmes fondements fragiles. Or, les données archéologiques, examinées avec honnêteté et exhaustivité, racontent une toute autre histoire. Et lorsque l'ADN ancien a finalement été intégré à ces données, il n'a pas révélé l'existence d'une civilisation cachée dans le patrimoine génétique. Il a révélé un aspect que les théories du complot n'avaient jamais envisagé. Avant même l'arrivée de l'ADN, le sol lui-même avait déjà commencé à remettre en question les explications les plus simplistes. Et ce qu'il révélait était bien plus intéressant que ce que les théoriciens marginaux ou le consensus archéologique initial avaient pu expliquer. La théorie de Claude-Schmitt sur les chasseurs-cueilleurs a toujours présenté une faille. Elle reposait sur une image particulière des habitants de Göbekli, des visiteurs saisonniers, des groupes nomades de passage, se rassemblant pour des rituels, puis se dispersant à nouveau dans le paysage. C'était une image séduisante, mais elle ne correspondait pas tout à fait à la réalité du sol. Parmi les outils les plus courants découverts dans les différentes couches sédimentaires du site figurent des lames de fossiles, non pas quelques dizaines, mais des dizaines de milliers. La lame de fossile est l'outil emblématique de la récolte des céréales, conçu et utilisé spécifiquement pour couper les cultures au ras du sol. Leur présence à cette échelle n'est pas fortuite, mais révélatrice. Il ne s'agit pas des outils de personnes complétant occasionnellement leur alimentation de chasse avec quelques graines sauvages. Ce sont les outils de personnes travaillant les céréales de manière sérieuse, répétée et systématique. À côté des lames de fossiles se trouvent des mortiers, des pilons et des meules, autant d'outils de transformation utilisés par des personnes travaillant la matière végétale en grande quantité. La chercheuse Laura Dietrich a mené une analyse détaillée de ces outils et a confirmé que beaucoup portaient des traces d'utilisation spécifiques sur des plantes de la famille des astéracées, comme l'orge et le blé. L'image qui se dessine à partir de ces artefacts n'est pas celle de nomades effectuant des rituels, mais celle d'un peuple entretenant une relation de travail durable avec la terre qui l'entourait. Les ossements d'animaux racontent une histoire similaire. Des dizaines de milliers de restes humains, principalement de gazelles et de bovidés, mais aussi d'un nombre important de moutons sauvages, témoignent des premiers signes d'interaction contrôlée qui mèneront à leur domestication complète. De grands festins, peut-être rituels, s'y déroulaient très certainement, nécessitant une organisation logistique considérable. L'architecture ajoute une complexité supplémentaire. Les grands enclos circulaires étaient très probablement couverts, créant ainsi des espaces intérieurs sombres, clos et délibérément empreints d'atmosphère. Les structures plus petites, au sein du complexe, ressemblent étrangement à des habitations permanentes du type de celles construites par des populations destinées à s'installer durablement. Des fouilles plus récentes ont mis au jour des grains de céréales morphologiquement domestiqués sur le site même,
renforçant considérablement cette hypothèse. Enfin, la chronologie de la construction révèle une histoire singulière. Sur près de 1800 ans de construction, la qualité des ouvrages a en réalité décliné. Les enclos les plus anciens abritent les ouvrages en pierre les plus impressionnants et les plus aboutis techniquement. Au fil des siècles, le savoir-faire se raffine progressivement, jusqu'à ce que les structures les plus récentes paraissent presque rudimentaires en comparaison. Une vingtaine d'enclos enterrés, construits les uns sur les autres ou autour des précédents, révélés par une étude géomagnétique en 2003, témoignent d'une communauté qui revenait en ce lieu génération après génération. L'image qui se dégage de ces découvertes n'est pas celle de chasseurs-cueilleurs faisant une halte entre deux migrations. C'est celle d'une communauté profondément enracinée dans un territoire, le travaillant, le gérant, et se trouvant à l'aube d'une des transitions les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Le passage d'une agriculture dépendante de la cueillette à une agriculture durable. L'archéologie avait déjà établi ce point, mais l'ADN allait révéler toute l'ampleur de cette histoire. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les morts ont gardé leurs secrets, leurs histoires, leurs origines, leurs ancêtres, les distances parcourues, tout cela a disparu avec eux, enfoui sous terre. Puis, au cours des 2 dernières décennies, l'ADN ancien a complètement bouleversé la donne. Les scientifiques ont appris à extraire et à séquencer le matériel génétique d'ossements vieux de plusieurs milliers d'années, de dents et de structures de l'oreille interne, là où le matériel biologique se conserve le plus longtemps. Soudain, le passé s'est mis à parler un langage entièrement nouveau. Non pas celui des objets, des couches de sol et des types d'outils, mais celui de la biologie elle-même. Et ce que ce langage a révélé sur les habitants de Göbekli et la région plus vaste du Proche-Orient ancien était extraordinaire. Les études génétiques de restes humains provenant d'Anatolie, du Levant et des monts Zagros, cette terre fertile qui abrite le croissant fertile, ont révélé quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Ces populations, vivant à proximité géographique, étaient génétiquement très différentes les unes des autres. Les agriculteurs anatoliens, le groupe le plus directement lié à la région des tipis de Göbekli, portaient une signature ancestrale spécifique, différente de celle de leurs voisins de l'Est et du Sud. Il ne s'agissait pas d'une masse unique et interchangeable de populations préhistoriques se déplaçant uniformément sur un même territoire. C'étaient des communautés distinctes, avec des histoires profondément séparées qui se sont développées en grande partie en parallèle dans cette même vaste région pendant des milliers d'années. Ceci est d'une importance capitale pour la théorie des civilisations disparues. Si une population fondatrice avancée avait déferlé sur cette région, enseignant à ses habitants l'extraction de la pierre, l'organisation du travail et la sculpture animalière avec une dextérité remarquable, on s'attendrait à trouver son empreinte génétique dans l'ADN des populations qui lui ont succédé. On s'attendrait à un signal, une ascendance atypique, un apport génétique inexplicable d'une population étrangère. Or, il n'en est rien. L'ADN ne révèle ni fondateur caché, ni population fantôme, ni afflux mystérieux d'ascendance extérieure coïncidant avec l'essor de Göbekli Tepe. Les bâtisseurs étaient là les descendants de peuples ayant vécu dans cette région des millénaires, avant même l'érection du premier pilier. La continuité est ininterrompue et sans équivoque. Quel que soit le savoir-faire investi dans ces pierres sculptées, il ne provient pas de l'extérieur. Il s'est développé ici,
s'est accumulé ici, transmis de génération en génération, par des personnes dont les ossements reposaient déjà dans ce sol bien avant la construction du premier enclos. L'ADN confirme également le tableau économique complexe que l'archéologie avait déjà suggéré. Les profils génétiques de la région correspondent à des populations en pleine transition vers l'agriculture. Non pas des agriculteurs devenus agriculteurs du jour au lendemain, ni de purs chasseurs-cueilleurs, mais des communautés traversant précisément ce type de transition graduelle et générationnelle que les lames de fossiles, les meules et les ossements d'animaux manipulés laissaient déjà présager. Les gènes enfouis dans le sol racontent la même histoire que les outils, avec une précision bien plus grande. Et puis, il y a ce que la génétique révèle sur la suite. Car l'histoire de ces gens ne s'est pas arrêtée sur cette colline du sud-est de la Turquie. Elle ne s'est pas arrêtée lorsque le dernier enclos a été enterré et que les bâtisseurs sont partis. Elle a voyagé. Elle s'est répandue. Elle est devenue, d'une manière qui n'apparaît pleinement que maintenant, l'histoire d'une part importante de l'humanité vivante aujourd'hui. Mais cette partie de l'histoire mérite d'être soulignée. La lignée des agriculteurs anatoliens n'est pas restée sédentaire. C'est peut-être la chose la plus discrètement étonnante que l'ADN a révélée. Non seulement qui étaient ces gens, mais aussi où ils sont allés et ce qu'ils ont emporté avec eux. À mesure que l'agriculture se répandait vers l'ouest au cours des millénaires suivants, les populations de cette région la suivaient. Non pas lors d'une migration unique et spectaculaire, mais par une lente expansion générationnelle. Des communautés s'installaient progressivement sur de nouveaux territoires, emportant avec elles leurs semences, leurs animaux, leurs connaissances accumulées et leurs gènes. Lorsque ce mouvement prit fin, la lignée des agriculteurs anatoliens devint l'une des principales sources ancestrales de la population européenne. Les Européens modernes tiennent une part importante de leur patrimoine génétique de cette source précise. Les personnes rassemblées à Kubelkipe, qui récoltaient l'orge sauvage, élevaient des moutons sauvages et construisaient d'imposants piliers de calcaire sans roue ni métal, comptent parmi les ancêtres d'une grande partie de l'humanité actuelle. Méditez un instant sur cette idée. Les bâtisseurs de ces enceintes sculptées ne sont pas une simple note de bas de page dans l'histoire de l'humanité. Ils ne sont pas un peuple mystérieux, disparu, séparé de nous par 11 000 ans d'histoire. Au sens biologique le plus strict, pour une part importante de l'humanité vivante aujourd'hui, ils font partie de notre famille. Quand on contemple ces piliers, ces renards, vautours et scorpions sculptés dans le calcaire par des mains patientes et expertes, on ne regarde pas forcément l'œuvre d'étrangers. On contemple peut-être l'œuvre de personnes dont les gènes coulent dans nos veines. La distance de 11 000 ans s'amenuise considérablement lorsqu'on l'envisage sous cet angle. Et cela rend la question de ce qui a poussé ces gens à construire un édifice aussi extraordinaire, beaucoup plus personnel. L'ADN confère également un poids inattendu à l'idée qui a hanté Klaus Schmidt tout au long de sa carrière. Son affirmation la plus provocatrice, celle qui a bouleversé l'archéologie, était que le temple était antérieur à l'agriculture, que l'impulsion organisationnelle et spirituelle à l'origine de Göbekli Tepe existait avant la révolution agricole et non après. Les preuves génétiques, lues conjointement aux données archéologiques, semblent lui donner raison. Les populations de cette région étaient déjà socialement complexes, coordonnant déjà de grands projets communautaires, construisant des établissements permanents, gérant les animaux sauvages et cultivant les céréales avant même que la domestication
ne soit pleinement établie. L'infrastructure sociale est apparue en premier. L'agriculture a suivi. Cela inverse le récit que nous nous sommes longtemps raconté sur le développement des civilisations. Le modèle classique fonctionne dans un seul sens. L'abondance alimentaire permet les loisirs permettent la pensée permet la religion, l'art et la construction de monuments. Gobesi est maintenant l'ADN qui témoigne de l'identité de ces bâtisseurs, suggère que la séquence inverse est tout aussi possible, que la soif de construire quelque chose de sacré, de partagé, de plus grand que toute vie individuelle, soit peut-être un moteur de la civilisation plutôt que son produit. Klaus Schmidt est décédé d'une crise cardiaque en juillet 2014, sans jamais voir le poids des preuves génétiques venir étayer la théorie qu'il avait défendue pendant des décennies. Il y a quelque chose de profondément émouvant là-dedans. L'homme qui a consacré sa vie professionnelle à une colline du sud-est de la Turquie avait raison sur l'essentiel. Il n'a simplement pas vécu assez longtemps pour voir la science le prouver. Mettons un terme définitif à l'argument de la civilisation perdue, car il mérite mieux qu'un rejet d'un revers de main. Il mérite d'être démantelé grâce aux preuves concrètes de ce dont les peuples, de la fin de la période Pline et du début de la période Holocène, étaient réellement capables. Et ces preuves sont, à vrai dire, stupéfiantes. Commençons par les outils. Les hommes de cette époque ne se contentaient pas de taper sur des pierres en espérant que ça marche. Ils fabriquaient des outils complexes, composés de plusieurs éléments, à partir de pierres, d'os, de bois de cervidés et de bois, combinant différents matériaux avec un niveau de compréhension technique qui exigeait un savoir-faire sophistiqué, accumulé et transmis de génération en génération. Il ne s'agissait pas de simples objets, mais de solutions ingénieuses à des problèmes spécifiques, perfectionnés au fil des siècles d'expérimentation. Prenons ensuite la chasse. Ces hommes abattaient régulièrement des animaux bien plus grands et plus dangereux qu'eux. Bisons, aurochs, mammouths laineux, des créatures capables de tuer un être humain, sans effort particulier. Pour les chasser avec succès, il ne suffisait pas d'avoir du courage. Cela nécessitait une planification minutieuse, une stratégie de groupe coordonnée, une connaissance approfondie du comportement animal et une communication claire et complexe, une capacité propre à l'esprit humain moderne. On n'abat pas un mammouth par hasard. Vient ensuite la navigation. C'est un sujet qui a tendance à fasciner. Les hommes du Mésolithique, qui occupaient la grotte de Franchi, en Grèce, pêchaient régulièrement le thon en eau profonde et s'approvisionnaient en obsidienne sur l'île de Mélos. Ces deux réalisations nécessitaient de naviguer loin, en haute mer Méditerranée, hors de vue des côtes, à bord d'embarcations capables d'affronter les conditions océaniques. Il ne s'agissait pas de personnes pagayant prudemment le long des côtes. Pensons aussi aux premiers humains à avoir atteint l'Australie et la Nouvelle-Guinée il y a plus de 40 000 ans, qui ont traversé des étendues d'eau de plus de 90 pour y parvenir. 90 km d'océan, 40 000 ans avant l'érection de la première pierre de Göbekli. Ces peuples n'avaient pas besoin d'aide extérieure pour accomplir des choses remarquables. C'étaient des ingénieux résolveurs de problèmes, œuvrant sans aucun des artifices institutionnels que nous associons à la sophistication et réalisant constamment des prouesses qui nous impressionnent encore aujourd'hui. L'ingénierie de Göbekli, aussi remarquable soit-elle, s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Des parallèles ethnographiques à travers le monde démontrent précisément comment des communautés sans technologie moderne déplacent et érigent
d'énormes pierres. Les insulaires de Sumatra, appartenant à la communauté Nas, déplaçaient régulièrement des blocs de pierre de taille comparables aux plus grands piliers de Gobekli, grâce à la seule force du travail communautaire. Sur l'île de Pâques, des recherches ont finalement démontré que de petites équipes pouvaient déplacer les célèbres moaïs à travers le paysage en position verticale, à l'aide de simples cordes, faisant ainsi avancer les statues. Élégant, simple, ne nécessitant aucune civilisation disparue pour l'expliquer. Juste du savoir et de la coordination. Des estimations détaillées concernant les piliers de Göbekli confirment que le travail requis, même en tenant compte des déplacements en montée et du terrain accidenté, était parfaitement réalisable par une communauté sédentaire de quelques centaines de personnes, avec une planification adéquate et un effort collectif soutenu. Il n'y a pas eu de miracle d'ingénierie ici. Il y a eu un savoir accumulé, une organisation sociale et un effort humain déterminé. Et l'ADN confirme ce que toutes ces preuves suggéraient déjà. Des humains pleinement modernes, les mêmes capacités cognitives, le même cerveau, la même capacité d'imagination, de planification et de grandeur que l'on retrouve chez chaque personne vivante aujourd'hui. Cela a toujours été là. Nul besoin de le recevoir de l'extérieur. Göbekli est souvent décrit comme le plus ancien temple du monde. Mais cette affirmation, aussi séduisante soit-elle, occulte ce que ce lieu représente réellement. Ce n'est pas qu'un monument. C'est un passage. L'instant figé dans la pierre, où un tournant fondamental s'est opéré dans l'histoire de l'humanité. L'ADN n'a révélé ni Dieu, ni extraterrestre, ni une race supérieure disparue derrière ces piliers. Il a révélé des êtres humains, des êtres précis, identifiables, pleinement humains, dont l'histoire ne s'est pas arrêtée au sommet de cette colline, mais s'est propagée vers l'ouest à travers les millénaires, se mêlant à l'ascendance d'une grande partie de la population mondiale actuelle. Seule une fraction du site ayant été fouillée, la bande Göbekli n'a certainement pas fini de réécrire l'histoire. Quoi qu'il en soit encore enfoui sous cette colline calcaire, c'est l'œuvre d'un peuple qui n'avait besoin d'aucune aide extérieure pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont contemplé un sommet et ont imaginé quelque chose d'inédit. Puis ils l'ont construit.